Tout au long de l'histoire de la guerre navale, il a été courant d'absorber un navire ennemi capturé dans sa propre flotte, renforçant les nombres et remplaçant les pertes. Un phénomène courant à l'époque des grands voiliers, où ils se tiraient des boulets de canon les uns sur les autres. Mais avec l'invention des obus à haute explosivité, souvent les navires ennemis capturés étaient trop endommagés pendant le combat pour être utiles à quiconque. Toutefois, il y avait des exceptions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous entendrons l'histoire de la façon dont un sous-marin allemand, la terreur des convois alliés, s'est retrouvé à hisser le pavillon blanc de la Royal Navy et à rejoindre la campagne contre les ambitions nazies en mer. C'est l'histoire du sous-marin de la Royal Navy. Bienvenue dans les guerres du monde. Pour la Kriegsmarine allemande, la guerre était arrivée plus tôt qu'ils ne l'avaient anticipé, et malgré la possession d'une force navale moderne et relativement avancée en 1939, ils étaient néanmoins en infériorité numérique par rapport aux Britanniques et aux Français en termes de navires de surface. Par conséquent, se souvenant de l'efficacité de la flotte de sous-marins du Kaiser lors de la guerre précédente, où la Grande-Bretagne a failli être affamée jusqu'à la soumission alors que la nourriture, le carburant et les matériaux de guerre venus de l'étranger étaient torpillés à volonté, Hitler a décidé d'adopter une politique similaire et a instauré un vaste programme de construction de sous-marins. Au début de la guerre, l'Allemagne disposait de 57 sous-marins en haute mer, mais à la fin de 1940, ce nombre aurait presque doublé, tandis qu'en 1941, seulement près de 4 fois, ce nombre serait construit. Cependant, bien que l'Allemagne ait construit d'excellents sous-marins comme le dicton le stipule, une arme n'est aussi bonne que la personne qui la manie. Un sous-marin pouvait être construit et lancé beaucoup plus rapidement qu'un marin ne pouvait acquérir une expérience vitale à son bord. Ainsi, avec un nombre toujours croissant de bateaux construits et nécessitant des équipages, de plus en plus de marins avec peu ou pas d'expérience étaient envoyés pour les armer. On croyait qu'en répartissant les officiers expérimentés et les grades supérieurs non commissionnés parmi la flotte, ils pourraient transmettre leur expérience aux nouveaux hommes de sous-marins. Mais ce n'était pas toujours le cas. Comme l'illustre l'histoire du U-570, lancé le 20 mars 1941, le U-570 aurait une carrière courte. Semblable au sous-marin allemand, elle était une femme de parole. C'était une femme de parole. La classe Type 7, avec 703 exemplaires en diverses variantes, demeure la classe de sous-marin la plus construite. En tant que Type 7C, elle était armée de 14 torpilles, d'un seul canon de pont naval SKC 35 de 8,8 cm et avait une portée opérationnelle de 8500 miles avec une motorisation diesel. La menace que représentèrent le U-570 et sa classe pour les convois alliés ne pouvait pas être sous-estimée. Hans Ramlow, 31 ans, commandait le U-570. L'équipage du sous-marin a été assemblé et rapidement formé pendant l'été 1941 afin qu'il puisse rejoindre l'effort de guerre le plus rapidement possible. L'équipage du U-570 illustrait le déclin intellectuel croissant parmi les sous-mariniers allemands alors que le corps des U-boats gonflait, la grande majorité étant tout juste sortis de leur formation navale de base avant de rejoindre le bateau. Malgré ses 30 ans de service dans la marine allemande, le U-570 était le premier sous-marin commandé par Ramlow, reflétant l'inexpérience sur les U-boats. Le U-570 a été utilisé. Il était récemment incorporé aux U-boats, ayant seulement effectué une croisière d'entraînement sur le U-58 en avril 1941 avant d'être nommé commandant du U-570. Les instructeurs ont préparé au mieux les hommes, mais la formation a ses limites. Le 24 août 1941, le U-570 a rejoint le corps des U-boats, le U-570 et son équipage inexpérimenté pour faire leurs preuves contre les Alliés. Le renseignement allemand croyait qu'une grande concentration de navires marchands alliés passerait au sud de l'Islande dans les jours à venir, et le U-570 devait rejoindre 15 autres U-boats qui les chasseraient. Partant de sa base en Norvège occupée,
Le U-boat était bourré de fournitures pour un voyage de 4 semaines, mais le voyage était dangereux. Le U-boat a effectué une grande partie de son voyage en mer du Nord. Les U-boats étaient en surface, utilisant leur moteur diesel pour charger les batteries avant de plonger. Cependant, cela courait le risque d'être détecté par les avions de patrouille maritime de la RAF errant depuis l'Écosse, l'Irlande du Nord et l'Islande. Le matin du 27 août, le U-570 allait affronter ce danger de front lorsqu'un avion de patrouille maritime Lockheed Hudson de la RAF du nommé 269 Squadron a repéré le sous-marin allemand maraudeur et a attaqué. Cependant, la chance était du côté de Ramelot et de ses hommes, car les charges de profondeur n'ont pas réussi à se libérer de leur support, laissant le sous-marin s'échapper indemne en plongeant dans les eaux troubles ci-dessous. Le danger étant passé, l'incident a donné à Ramelot une excuse pour garder le sous-marin immergé, afin de donner à une partie de son équipage un répit contre le mal de mer, auquel beaucoup d'entre eux avaient succombé en naviguant sur la surface agitée. Vers 1050 heures, Ramelot a décidé qu'il était temps de faire surface et de recharger les batteries. La chance qui avait sauvé son sous-marin allait maintenant disparaître, le sous-marin prêt à partir. Le sous-marin serait prêt à partir de manière spectaculaire, car après avoir d'abord balayé la région à travers le périscope et n'ayant vu aucun navire, le U-570 a fait surface presque immédiatement sous un autre Hudson du même escadron que l'avion précédent. Ce n'est que lorsque Ramelot montait par l'écoutille vers le pont et qu'il entendait le grondement des moteurs droits du Hudson qu'il a réalisé le danger dans lequel il se trouvait. Il ordonna au sous-marin de plonger rapidement, mais le U-570 fut secoué par 4 avant de pouvoir s'échapper. Explosion dans l'eau autour de lui, provenant d'un bâton de charge de profondeur de 250 livres l'une, détonnant à seulement 10 mètres de distance. Le bruit à l'intérieur du sous-marin était assourdissant et terrifiant pour les marins, dont beaucoup n'avaient jamais auparavant été confrontés à l'expérience nerveuse de se faire bombarder en profondeur. Le sous-marin a subi des dommages légers suite à une explosion, provoquant des fuites menaçant de libérer du gaz de chlore toxique du compartiment des batteries. De plus, des torpilles mal fixées menaçaient de le détruire. Malgré cela, le sous-marin était prêt pour la bataille, mais ces torpilles se sont détachées et ont chuté sur le pont. Ramelot a perdu le contrôle de ses hommes, qui étaient maintenant saisis d'une terreur incontrôlable. Ils pensaient, soit que le sous-marin était sur le point de couler, qu'une des torpilles était sur le point de détonner, qu'ils allaient suffoquer à cause du gaz, ou que d'autres bombes de la RAF allaient leur tomber dessus. Quelle que soit leur motivation, ils ne voulaient plus prendre part à cette horreur. Ramelot a ordonné au sous-marin de faire surface, et une fois qu'il a émergé de l'eau, des hommes ont commencé à sortir sur le pont pour se retrouver sous le feu des unités de Hudson en orbite, jusqu'à ce que, à la grande stupéfaction du pilote, le chef d'escadron James Thompson les voit agiter un drapeau blanc de reddition. Appelant à l'aide, Thompson a été rapidement rejoint par un hydravion Catalina de la RAF qui a atterri sur l'eau près du sous-marin pour effectuer la reddition. Avant son arrivée, Ramelot a jeté par-dessus bord des livres de code et des pièces de sa machine de codage Enigma pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Britanniques, ignorant bien sûr que les services de renseignement britanniques avaient déjà percé une grande partie de ses secrets. Ramelot avait également signalé sa situation au commandement naval allemand et le chef des sous-marins, l'amiral Karl Dürnitz, a ordonné à tous les sous-marins à proximité de venir en aide à l'U-570. Les Britanniques ont intercepté ce message et, ne voulant pas perdre leur prix, ont ordonné à une flottille de navires et d'avions de se rendre dans la zone, ce qui a conduit à ce que l'U-427 soit chargé en profondeur en essayant d'atteindre la position de Ramelot, mais ils ont réussi à échapper à la destruction. Un chalutier à armes de la Royal Navy, le Northern Chief, est arrivé sur les lieux avec l'ordre de faire tout ce qui était nécessaire pour empêcher l'équipage allemand de s'aborder leur navire. Son capitaine leur a donc annoncé qu'il tirerait sur quiconque essaierait de saboter les sous-marins. Si cela ne suffisait pas à les forcer à coopérer, il leur a ensuite annoncé que s'ils essayaient de couler les sous-marins, ils se suicideraient car ils ne tenteraient pas de les sauver des eaux glacées. Craignant que les Allemands ne posent des explosifs sur les sous-marins, les Britanniques les ont gardés à bord jusqu'à ce que l'U-570 puisse être abordé et fouillé. Une fois cela fait, l'équipage a été débarqué et le sous-marin remorqué en Islande, où il a été échoué pour éviter qu'il ne coule. Le premier ministre britannique Winston Churchill était absolument ravi de la nouvelle qu'un sous-marin avait été capturé relativement au milieu de la nuit et que le sous-marin avait été capturé par le sous-marin. Il a exigé que les meilleurs esprits de la Royal Navy
Swant mis à l'examen pour chaque secret possible et avantage qui pourrait faire pencher la balance de la guerre en mer en faveur des Alliés. L'inspection initiale du navire sur la plage en Irlande a révélé quelque chose de déroutant pour les Britanniques, à savoir que malgré la reddition de l'équipage, les dégâts étaient relativement légers et il a été conclu qu'un équipage bien formé aurait pu se sauver eux-mêmes et leurs sous-marins du sort inglorieux de la capture. C'était le premier indice pour les amiraux britanniques que tout n'allait pas bien parmi le corps des sous-marins, qui avaient maintenant acquis une réputation redoutable que Churchill lui-même admettrait plus tard était la seule chose qui l'effrayait vraiment pendant la guerre. Les interrogatoires de l'équipage ont renforcé ce fait. Malgré l'effort pour détruire les livres de code, de nombreux documents utiles ont encore été découverts à bord des Submarines, y compris un manuel du capitaine qui a aidé les Britanniques à comprendre les procédures, le jargon et les références de la marine allemande. Bientôt, les Britanniques, l'équipe d'inspection a été rejointe par 2 officiers de la marine américaine qui s'intéressaient particulièrement aux torpilles J-Septa à bord. L'une de ces armes étant finalement expédiée aux États-Unis, malgré le fait que le pays était encore techniquement neutre dans la guerre. Après que les réparations ont été effectuées, les sous-marins ont quitté l'Islande le 29 septembre 1941 en direction du célèbre chantier naval de Vicar, à Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l'Angleterre, escortés par 2 destroyers britanniques pour le protéger des avions britanniques. La capture du sous-marin, qui pourrait être confondu avec un sous-marin allemand, a été largement utilisée dans la propagande britannique. Bien que ce ne soit pas le premier sous-marin capturé, contrairement à des cas comme le U-110, la capture du U-570 n'a pas nécessité de discrétion, car il n'y avait pas de machine de codage Enigma à cacher. Cela a été préjudiciable pour Ramlot, jugé lâche et incompétent par ses camarades sous-marins, et les sous-marins ont été pris par les Britanniques. Les réparations effectuées par la société Vicar se sont avérées problématiques en raison de l'inexpérience des travailleurs avec le design du sous-marin et de 4 torpilles coincées à l'avant à la suite de dommages causés par les charges de profondeur du Hudson. Une équipe spécialisée a été chargée de les libérer et de les désarmer, une tâche extrêmement dangereuse effectuée avec une grande partie du quai où le sous-marin était retenu évacué au cas où les armes exploseraient. La question était maintenant de savoir quoi faire des sous-marins. Churchill lui-même avait plusieurs idées, sa préférée étant de le remettre aux Américains qui pourraient l'étudier et le réparer, partageant les données avec les Britanniques, tandis qu'une autre était de l'attribuer à un équipage yougoslave qui pourrait l'utiliser pour perturber les opérations allemandes dans les mers Adriatiques et Méditerranée. Cependant, il a rencontré une forte opposition de la part de la Royal Navy, qui voulait garder le contrôle du sous-marin pour leurs propres recherches. Ainsi, le sous-marin a été réparé à pleine capacité opérationnelle pour lui permettre d'entreprendre des essais en mer et d'être utilisé comme base pour le sous-marine, afin d'évaluer les pleines capacités du type 7C. D'autres essais étaient plus créatifs et impliquaient la construction de modèles réduits afin de tester l'efficacité de nouvelles bombes anti-sous-marines à charge formée. Pendant ce temps, la salle de contrôle a été méticuleusement reproduite à terre pour former des équipes d'abordage qui pourraient être appelées à capturer plus de sous-marins à l'avenir. Comme il n'était plus dans la marine allemande, la désignation U-570 ne semblait plus appropriée pour un navire sous commandement britannique. Et ainsi, il a été commissionné sous le nom de HMS Graf, le G indiquant qu'il s'agissait d'un navire allemand capturé, tandis que le nom a été inspiré par le volume de diagrammes et de schémas qui en avaient été faits depuis sa capture. Après une année d'études intenses, il a été déterminé que peu de choses supplémentaires pouvaient être apprises du HMS Graf et donc, ayant perdu sa valeur en tant que source de renseignement, les Britanniques se sont sentis suffisamment à l'aise pour libérer le navire pour un service actif contre ses anciens propriétaires. Le 8 octobre 1942, le HMS Graf a quitté Holyloch en Écosse pour sa première patrouille de guerre pour les Alliés sous le commandement du lieutenant Peter Barnsley Marriott, qui avait participé à de nombreux essais en mer de sous-marins et était donc considéré comme le meilleur homme pour le travail. Pendant la patrouille, le sous-marin naviguait au nord-est du cap Ortigal, chassant les sous-marins revenant d'attaques contre les Alliés. Dans la Méditerranée et autour de l'Afrique du Nord, lorsqu'il a été repéré par un avion de patrouille maritime Focke-Wulf FW-200 Condor de la Luftwaffe. Le Condor a attaqué, alors que Marriott ordonnait au Graf de plonger, et le sous-marin a une fois de plus évité de justesse la destruction. Mais alors qu'il le faisait,
les hydrophones du Graf ont détecté un autre sous-marin à proximité. Suivant le son, Marriott a observé à travers le périscope un autre sous-marin allemand, le U-333 qui tentait de s'échapper vers sa base après avoir été endommagé suite à un éperonnage par un navire de guerre britannique. Marriott a attaqué avec 4 torpilles et bientôt les sons des détonations l'ont convaincu qu'il avait touché sa cible, revendiquant la première victime du Graf. Cependant, il s'avérerait plus tard que ce n'était pas le cas, car le U-333 a évité les torpilles qui ont ensuite procédé à l'autodestruction. La deuxième patrouille du Graf a commencé le 19 novembre 1942 et a impliqué une recherche pour un navire italien, le Cortalazo, qui transportait plus de 2000 tonnes de gaz au milieu de la nuit. Le U-233 a réussi à s'échapper du navire et le U-233 a réussi à s'échapper du navire et le U-233 a réussi à s'échapper du navire et a été coulé par le destroyer britannique HMS Redoubt en route. De retour au port début décembre, le sous-marin a de nouveau été préparé pour appareiller de l'Erick dans les îles Shetland, le soir de Noël 1942. Avec 3 autres sous-marins britanniques, leur cible étant le croiseur allemand Admiral, Ipa opérant depuis la Norvège. L'admiral Ipa avait pour mission d'intercepter les convois russes vitaux et était formidablement armé par rapport aux destroyers et porte-avions légers, souvent employés pour les missions d'escorte. 2 jours avant que le Graf ne quitte les ports, un convoi désigné Giu-50 et Unbi a quitté l'Écosse, composé de 14 navires marchands charges de fournitures, dont 202 caractères et 120 avions de combat, et était protégé par une flottille de destroyers et de dragueurs de mines. L'admiral Ipa, avec un autre croiseur, le Lutzow, et 6 destroyers, ont été triés pour intercepter, et le 30 et 1 décembre 1942, ils ont engagé le convoi, coulant un destroyer britannique et un dragueur de mines. Cependant, avant qu'ils ne puissent faire de dégâts au convoi vital, une force de croiseurs britanniques à proximité est arrivée, incitant les Allemands à se retirer. Graf et les autres sous-marins britanniques ont poursuivi les Allemands et Marriott a repéré le croiseur à travers son périscope. Cependant, il était hors de position pour une attaque et n'a pas pu s'échapper. Pour rattraper le croiseur beaucoup plus rapide, il s'est donc contenté d'attaquer 2 des destroyers, lançant une salve de 4 torpilles à une distance de 7 milliards et répétant presque ce qui s'était passé avec le U-333. L'équipage de Marriott a entendu les torpilles détonner, croyant qu'ils avaient remarqué un coup. Mais en fait, ils avaient manqué leur cible prévue, et les torpilles se sont auto-détonnées. Graf est ensuite retourné à Lowick, mais bien que la patrouille ait échoué dans son objectif de couler l'admiral Ipa, les Alliés avaient né remporté un grand succès avec le U-333 et les torpilles détonnées. Graf est ensuite retourné à l'affaire. Hitler était tellement furieux de l'échec de sa flotte de surface contre les convois qu'il a ordonné que la majeure partie soit démantelée et qu'on se concentre plutôt sur la construction de sous-marins. Pendant ce temps, la Royal Navy apprenait autre chose sur le type 7 de sous-marin avec le HMS Graf, et c'était juste combien de soutien technique elle nécessitait depuis la côte. Manquant de pièces de rechange, en particulier concernant les batteries, qui devaient être chargées beaucoup plus régulièrement que les sous-marins américains ou britanniques équivalents, le HMS Graf a été retiré des lignes de front et a plutôt adopté divers rôles de formation qui seraient moins exigeants pour ses composants mécaniques, bien que sa carrière sur le front ait été tout sauf spectaculaire. Elle a néanmoins grandement contribué à aider à vaincre la menace des sous-marins en février. En 1944, le Graf a été retiré du service pour servir de cible dans les tests de nouvelles charges de profondeur. Sur un sous-marin de taille réelle le 19 mars 1944, alors qu'il était remorqué de Chatham à Clyde pour une dernière mise au rebut, comme dans un dernier acte de défiance, la ligne de remorquage du sous-marin a cédé par mauvais temps et le navire s'est échoué près de Coal Point. Il a été abandonné et finalement démantelé pour la ferraille, mettant fin à l'histoire du sous-marin de la Royal Navy. Voilà l'histoire du U-570 HMS Graf. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.